Ancienne au commandeur, de Daniel Walter. Puisque le capitaine est fou, les étoiles sont inutiles. H sur N. L'astronef quenouille d'absence englué dans la gelée du non-temps semble parfaitement immobile, semble parfaitement mort. Nous approchons rapidement, dérapant sur des rails invisibles, à bout de course. Encore quelques minutes, TG et nous saurons peut-être à quoi nous en tenir. Nous sommes tous crispés, les entrailles nouées. On dirait que nous sommes gelés dans notre attente. L'angoisse nous empêche de parler. Encore quelques petites minutes de temps galactique, et nous connaîtrons peut-être la réponse à la question qui nous dévore. Quelle force mystérieuse, tapie dans le gouffre de l'espace, entraîne nos vaisseaux dans les cavernes du néant? Nous nous tenons debout, dans les coursives, et nous avons l'impression que le froid du dehors s'insinue dans l'astronef, tapisse de givre les parois luminescentes. C'est une sensation à peine supportable, et il faut une longue habitude des courses silencieuses dans les plaines ténébreuses du cosmos pour lutter victorieusement contre la panique qui nous guette, qui nous souffle à l'oreille des propos affolants. Le commandant s'est transformé en araignée. Tapis dans la chambre des cartes, il se borne à donner des vagues directives. Quelques-uns d'entre nous le soupçonnent d'impéritie. Et ce ne serait pas la première fois qu'un commandant d'astronef perd soudain la raison. Il m'arrive souvent de me demander si l'homme est vraiment fait pour voyager dans l'espace, pour errer d'une galaxie à l'autre, pour courir après des civilisations mortes et des secrets impossibles à percer à jour. Il m'arrive de me demander quel tort nous pousse à ramper dans les corridors de l'hyperespace, éternellement suspendus entre la vie et la mort, larves nourries de slogans et de propagande, pauvres zélateurs d'une puissance de carton-pâte. Nous ne sommes que des jouets, des ridicules figurines peintes aux couleurs grossières de l'angoisse et de la solitude. Des ombres. La voix du commandant nous parvient déformée. On dirait qu'il s'éloigne de nous, aspiré par un tourbillon croissant de paroles vides de sens. Vérité, disparition, problème angoissant. Si quelque puissance, étrangère, hostile, savoir. Si, connaître. Raison prof. La voix du commandant pourrait être celle d'une machine perfectionnée, s'efforçant d'imiter la voix humaine. C'est grotesque, grotesque et inquiétant. Mes obsessions me reprennent. Parfois je m'imagine que je suis seul à bord du vaisseau spatial, seul dans l'immensité voilée de grisaille, l'hyperespace. Livré à la fantaisie d'un commandant fou, prisonnier de son bon vouloir, abandonné à ses humeurs. Je me dépeins ce commandant fou sous le dehors d'une entité changeante, en continuelle métamorphose, en éternelle gestation. Le navire tout entier ne serait plus qu'un monstrueux cocon au sein duquel s'élaboreraient d'indescriptibles mutations. Une partie démente s'engagerait entre le commandant Chrysalide et moi, une partie dont l'enjeu demeurerait jusqu'au bout inexplicable. J'essaie désespérément de trouver le fin mot de l'histoire, mais le rideau tombe sur un acte inachevé, et je demeure plongé dans mes inquiétudes, rongé par mes fantasmes. Nous voguons, tombons, glissons, dérapons depuis une demi-heure, TG dans l'espace ordinaire. Maintenant, le vaisseau silencieux se trouve juste en face de nous. Nous allons nous ancrer dans le vide, nous immobiliser à quelques milles de l'astronef perdu, examiner l'épave à la microsonde, et la coursive est ponctuée de virgules livides. Nos visages alignés, soudain déformés par la peur de l'inconnu. Arrivez-vous à quitter le vaisseau? À vous. Courage! La voix du commandant semble produire dans nos oreilles un insupportable bruit de crécelle. Quelque part dans l'absence de temps, qui est l'essence des profondeurs étoilées, d'invisibles courants semblent frémir. Trouant la nuit, silence, les ondes venues de l'épicentre d'un séisme cosmique se dirigent rapidement vers les lieux du naufrage, de la catastrophe. Des taches lumineuses dansent vaguement dans la nuit, du dehors pataugent dans les ténèbres, de silhouettes revêtues de combinaisons isolantes qui ont l'air de vaciller sur un fil ténu qu'on aurait réussi à tendre au prix d'efforts inouïs entre les deux vaisseaux de l'espace. Je tourne à l'intérieur d'un bloc de métal en fusion, de plus en plus vite. J'essaie de me raccrocher à d'énigmatiques flagelles de lave multicolores, des coulées de feu qui se tordent entre mes doigts gantés, de la matière souple, infusible ou presque, dont sont faits nos scaphandres. On dirait que je tiens par la queue des serpents de flammes arrachés au noyau incandescent d'une étoile.
Je suis descendu dans le ventre magma d'un astre à la dérive. Je glisse dans une nuit rouge. Je nage à la manière d'un plongeur dans un fleuve tumultueux. Je tente désespérément de remonter à la surface, de tenir ne serait-ce qu'un instant la tête hors de cette mouvance aux reflets changeants, moire flamboyante. Je me retourne et j'aperçois une ombre, puis un visage ricanant. Distingue avec une précision hallucinante 2 yeux aux prunelles midriasées, une bouche aux lèvres troussées. C'est avec un effroi indicible que je reconnais le commandant. Il nage à ma poursuite dans le néant rouge. Le néant rouge. 2 masses confuses dérivent dans le néant rouge. Une chasse silencieuse s'est engagée, en dehors de l'espace et du temps. Le long des corridors silencieux, odeur de mort, ombre et fumée, au hasard des galeries aux phosphorescences ambiguës qui s'entrecroisent au sein de l'épave engluée dans la toile du non-temps, figée dans ses attitudes diverses, on reconnaît à présent les uniformes des astronautes, spectres réduits à leurs plus simples expressions. Des frocs, vides, dévorés de l'intérieur par des larves nées d'une incompréhensible génération spontanée. Poursuite dans le néant rouge. Je plane dans une onde épaisse. Je dis bien « je plane » et non pas « je nage ». Et mes mains qui s'agitent vainement, froisses des tentures d'encre, s'empêtrent dans les résilles flottantes d'immenses méduses pourpres. On dirait des poissons aux écailles de mercure qui se poursuivent dans une rivière sanglante. Personne ne peut dire quels rêves peuvent naître dans le néant rouge. Le commandant est devenu fou. Je le pressentais. Il importe que je lui échappe, que je trouve l'issue du labyrinthe, car il n'ignore pas que je suis au courant de ses métamorphoses. Mais il me pourchassera jusqu'au bout de l'univers, et il plantera ses griffes dans ma mémoire. Il dévorera mes souvenirs les uns après les autres, et il saura que je n'ai jamais cessé de le guetter et de l'espionner. Il comprendra que je suis son pire ennemi et qu'il doit absolument me détruire. Et il me détruira. Les hommes vêtus de combinaisons isolantes ont pénétré dans l'épave. Ils ont reçu des ordres formels qu'ils doivent exécuter sous peine de sanctions extrêmement sévères. Ils ont été choisis pour leur sang-froid et leur fidélité inconditionnelle à la Confédération. On leur a donné des armes hautement perfectionnées, d'une efficacité optimale. Et ils savent s'en servir. Ils progressent le long des coursives phosphorescentes et leur cerveau enregistre les moindres détails du monde ambigu qui les entoure. Ils dressent un catalogue méticuleux des impressions qui se précipitent sur eux, les assaillent. Et voilà que la mécanique perfectionnée de leur cerveau se met à gripper comme un mauvais moteur, et les hommes vêtus de combinaisons isolantes s'immobilisent, leurs yeux clignotants, martyrisés par de soudaines avalanches de lumière. La vieille peur, angoisse, terreur inexplicable, irrationnelle, remontent à la surface de leur mémoire. Certains voudraient parler, s'interroger sur la catastrophe qui a dû s'abattre sur le navire perdu, mais leurs lèvres s'agitent mollement, sous le casque étincelant, sans proférer le moindre son. Ils contemplent les cadavres alignés dans la coursive, tous ces visages morts, refermés sur leurs secrets. Lentement, ce qui leur reste de courage se désagrège, tombe en poudre fine, en gouttelettes glacées dans la minuterie de leur cœur. Il y a une forêt, mais les arbres en semblent peints sur le ciel vénéneux, exactement comme s'ils faisaient partie du décor. Je me souviens de cette forêt. Elle a dû exister à un moment donné, dans un lieu chronologique de mon existence. Le silence est rouge, et les arbres qui agitent lentement, avec une sinistre majesté, des couronnes écarlates, semblent dissimuler tout un pandémonium prêt à déborder dans la nuit pourprée, pour m'anéantir dans une étreinte répugnante. Mes yeux s'habituent peu à peu à la fulgurance intermittente qui accroche des rubis au tronc des grands arbres, et je distingue bientôt une autre silhouette que l'on dirait taillée dans une pierre sanglante. C'est un guerrier, me dis-je, au visage dilué par les intempéries, mais dont la bouche, en coignure de lave bouillante, émet de longs jets de vapeur chaude. Ce guerrier brandit en un geste ample et un peu ridicule une sorte de long coutelas que je devine terriblement tranchant. Et dangereux. Je ne sais pourquoi, je me souviens d'une époque lointaine où je vivais, presque, en paix, sur une planète civilisée. J'ai participé à des fêtes, je couchais avec des femmes au ventre de biche, au cul luisant, lisses comme des haies. Je me souviens. J'ai une terrible envie de vomir, d'exploser, de cracher des gouttes de flamme. Le guerrier de pierre bouge, se met en mouvement.
Il est nu, des pieds à la tête, mais ses poignets sont cerclés de bracelets de métal brillants, et sur sa vaste poitrine s'agite un pectoral de dimensions impressionnantes. Les fêtes que nous fêtions sur cette planète lointaine, dont j'ai oublié jusqu'au nom, se transformaient rapidement en orgies fabuleuses. Tout le monde y copulait joyeusement avec tout le monde, monde heureux, à l'écart des routes guerrières de la Confédération. Monde heureux dont la liberté ne dura qu'un temps, et sur lequel s'allumèrent bientôt les incendies. Le guerrier en marche, semblable à la statue vengeresse d'un commandeur cocu. Ses bras font des cris de larges moulinets, aux poignards rutilants, qui projettent vers le ciel des lucioles orangées. On dirait qu'une longue rigole, creusée dans le métal, charrie maintenant des coulées de minerais en fusion. Je rêve à une époque où j'étais un homme avec un cœur et un sexe, et non pas un pantin égaré entre les étoiles. Foutu Dieu, un homme avec une queue et... Je respire soudain, dans la nuit rouge, le parfum enivrant, affolant d'un sexe de femme. Je m'avance lentement vers la forêt mystérieuse. Je tiens mon arme à la main, et je me sens prêt à réduire le guerrier de pierre en cendres ardentes. Réveille-toi, tu es en train de rêver. L'inquiétude me mord le ventre. Réveille-toi. Je vois la lame qui décrit ces spires fantastiques, comme si elle cherchait à tracer dans le ciel constellé de chiures, de mouches géantes, une prophétique écriture de feu. Je suis si proche du guerrier de pierre que je puis dénombrer avec une grande précision les symboles obscènes gravés sur le pectoral. J'ouvre la bouche pour crier, mais dans le même instant, j'entends quelqu'un qui hurle mon nom, quelqu'un qui hurle mon nom avec une haine indescriptible, et je reconnais la voix du commandant. C'est vrai, je m'en souviens, je fuyais dans le néant rouge, poursuivi par l'officier d'aimant, et... Le guerrier de pierre se dresse devant moi. Son visage a disparu, complètement gommé, jusqu'à la bouche qui s'est totalement résorbée. Mais le sexe démesurément enflé, sur le point d'exploser, pourrait-on croire, s'érige, énorme, menaçant. Mon arme tremble entre mes doigts ankylosés, et j'ai peur qu'elle ne m'échappe de ma main et s'en aille rouler dans une flaque d'encre rouge. À nouveau le hurlement s'élève. J'entends les syllabes de mon nom, répercutées par l'écho de la nuit pourpre. C'est la voix du commandant, et cette voix ignoble et haie, je constate avec un dégoût, sans nom, qu'elle provient de la tête sans bouche ni visage du guerrier de pierre. Je fais un effort désespéré. Je concentre tout ce qui me reste d'énergie que le mécanisme délicat qui réagit l'enchaînement, plus moins, logique de mes rêves cauchemars et de mes périodes de conscience et... Je me réveille, dans la coursive de... L'épave suspendue dans les ténèbres de l'espace. Je cours et mes compagnons courent avec moi. J'ignore quel danger nous fuyons. Mais l'acharnement que nous mettons dans notre fuite me prouve qu'il est de taille à épouvanter les parangons de l'univers, les parfaites mécaniques de combat que nous sommes devenus entre les mains des maîtres d'armes et des façonneurs de cervelle de la Confédération. Éperdus, nous errons dans les couloirs de l'immense astronef et trébuchons sur les cadavres des naufragés du non-temps. Nous avons relevé les visières de nos casques et nous luttons désespérément à la recherche d'un air respirable. Nous avons oublié jusqu'aux réflexes élémentaires de notre profession. Une odeur ignoble de décomposition. Même dans ce non-temps, croisé des chemins du cauchemar, la mort garde ses droits. Le long des corridors de l'astronef perdu, s'alignent les uniformes à moitié vides des naufragés. Quand nous atteignons enfin le sas, par lequel nous avons réussi à pénétrer dans l'immense vaisseau, quelques-uns d'entre nous plongent dans le désert de gel, sans même songer à refermer leur casque. Je les vois flotter dans la nuit du dehors, satellite minuscule d'une planète artificielle, monde clos qui refuse de nous livrer son secret. Au dernier moment, la tête encore remplie d'un tumulte de cris et de rumeurs, juste avant de pénétrer dans un tunnel d'ombre, je rabats la visière isolante, tandis que je progresse dans une glu ténébreuse et que mes yeux n'enregistrent plus qu'un enchevêtrement d'images pulsantes, formant, organisant, des ballets de protozoaires géants. Il me semble entendre, lointain et à peine compréhensible, les appels du commandant. Des torrents de haine coulent dans mes veines, dans mes artères, font éruption dans mon encéphale. Des rideaux écarlates s'agitent, laissant entrevoir l'espace d'une microseconde le décor de la forêt sanglante, les arbres aux troncs fulgurants et à la statue priapique du guerrier de pierre. La chambre des cartes. La chambre des cartes est le repère du commandant araignée. Est une vaste caverne aux parois luisantes, hermétiquement close,
mais pourvu de larges fenêtres panoramiques qui dévoilent le vertige, étoilé du non-temps. Le commandant est assis dans un fauteuil aux accoudoirs chromés, un peu baroque, animé d'un mouvement giratoire très lent. Le commandant sommeille, mais son corps semble agité de soubresauts, comme s'il rêvait. Et le commandant rêve. Dans son inconscient se bousculent des cauchemars rouges. Il poursuit un être informe qu'une mystérieuse puissance lui commande de réduire à néant. Et ses mains tremblent violemment, les doigts refermés tels des serres d'oiseaux de nuit sur les accoudoirs chromés. Et tout à coup, dans le silence feutré de la chambre des cartes, éclate le rire hystérique du commandant araignée. Des pas sonnent dans les coursives, des cris retentissent, mais il ne les entend guère. Il vogue dans le courant d'un grand fleuve rouge, poursuivant un poisson d'argent, une entité malfaisante qu'il doit tuer à tout prix, détruire. Nous mitraillons au pistolet laser la porte de la chambre des cartes, et nous hurlons, nous jurons, nous explosons en blasphème obscène. Le métal tient bon, rouge, orangé, gonflé de cloques bouillonnantes, pareilles à des pustules se multipliant sur le ventre d'un démon agonisant. Crève, crève la bête hideuse tapie dans la chambre, des cartes, qui cherchent à nous entraîner dans la mort, qui cherchent à nous traîner en enfer. À présent, le métal grille comme du bois sous le rayonnement solaire des pistolets laser. Une dizaine de supernovas en miniature qui sautent entre nos doigts. Le commandant est assis dans son fauteuil, pivotant, et il tourne lentement sur lui-même, semblable à une planète morte. Il s'est entièrement dénudé, comme s'il se préparait à quelque monstrueux coït, et son pénis se dresse tel une vipère enragée. J'aperçois le pectoral au symbole phallique, les bracelets de métal brillant, et l'angoisse à nouveau triomphe de ma détermination à tuer le commandant, qui se lève soudain et d'un geste ample et majestueux, brandit un large coutelas. Des paroles incompréhensibles, des bribes de phrases, des invectives proférées dans une langue inconnue, s'échappent de ses lèvres, en un flot ininterrompu. Ses yeux se posent sur moi, et la vieille haine que je couve en moi avec un soin méticuleux me saute au visage. Le bras du commandeur, statue de pierre, a l'air de s'allonger, tentacule prodigieux, et la main qui tient le large coutelas de lumière file vers ma poitrine, droit au cœur. Je suis paralysé par ma terreur, haine, et mes lèvres soudées ne peuvent laisser échapper le moindre cri, mais la pointe d'acier s'arrête à quelques millimètres de ma chair, comme si le dieu des ténèbres, qui règle la mécanique minutieuse enfouie dans les entrailles du commandant, avait soudain déconnecté d'invisibles circuits. Les pistolets laser grisillent dans la chambre des cartes. Mon vieil ennemi se trouve emprisonné dans un écheveau de lumière aveuglante. Ses muscles commencent de fondre, masse cireuse et dégoulinante, lave magma, vite noirci, où il devient bientôt impossible de distinguer le moindre vestige humain. Effroyable, le silence tombe sur la chambre des cartes. Sans mot dire, l'un d'entre nous désigne les fenêtres qui donnent sur l'espace. Dehors, le poudroiement stellaire paraît maintenant obscurci par le passage d'un vol d'oiseaux noirs, annonciateur sans doute d'une brève apocalypse. Nous contemplons fixement le désert nocturne et glacé, les dunes de charbon, le linceul de l'astronef. Quelqu'un se précipite, enfonce l'un après l'autre des voyants multicolores sur les écrans de la chambre des cartes, défile rapidement des sections entières d'espace. D'immenses taches d'encre, toutes les étoiles semblent éteintes. Et l'épave a disparu. Sans même m'en être rendu compte, je me suis assis tout à l'heure dans le fauteuil du commandant. Dans ma tête défilent les visions du néant rouge, les méduses fluctuantes. C'est bien, déclare quelqu'un. Ce n'est que justice, puisque le sort t'a désigné. Les paroles bourdonnent dans ma tête lointaine. J'entends des pas qui s'éloignent, et je demeure seul dans la chambre des cartes, avec mes fantasmes, avec mes fantômes. Mai 1974.